La gueule de l'emploi, présentée par Caroline Cabot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Caroline et je suis ravie de vous accueillir dans La gueule de l'emploi sur Radio JM, une émission hebdomadaire pour parler de l'emploi et faire rayonner les entreprises de notre magnifique territoire. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet souvent peu abordé mais qui touche pourtant près de 70 000 jeunes chaque année, la réalité de l'après-thèse pour les jeunes docteurs. Et on va le faire avec deux invités exceptionnels, Maximilien Fil, président de l'association BioM, doctorant et futur entrepreneur, et Hélène Battina, engagée sur les enjeux d'insertion des jeunes chercheurs dans notre écosystème. Maximilien, Hélène, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, dans la gueule de l'emploi, comme vous le savez, on aime bien commencer par comprendre d'où viennent nos invités. Maximilien Fil, Hélène Bettina, quel a été votre premier job et quels en sont les apprentissages qui continuent de vous servir aujourd'hui ? Alors mon premier job, ça a été de travailler dans les vignes. Je pense que j'ai d'abord appris à faire ce que j'aimais pas faire. Et qu'en fait ça m'a motivé pour dire je vais faire des choses que j'aime faire et vraiment je pense que ça a vraiment été le début. Après j'ai fait de la taille de pierre, de la chimie, des stages en chimie et aujourd'hui je suis en thèse de chimie toujours et je suis en train de créer une start-up en parallèle, mais maintenant je peux dire que je fais ce que j'aime faire en fait, tout simplement. Hélène ? Moi, mon premier métier, ça a été d'être ingénieur d'études en phytopathologie, donc c'est l'étude des pathogènes des plantes, c'est un petit peu barbare dit comme ça. Mais c'était vraiment un vrai métier passion que j'ai fait après un master professionnel. Et pour moi, c'était un vrai choix de ne pas faire de thèse. Et c'est un choix que je ne pense pas regretter à l'heure actuelle. Et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que ça vous a appris, ce premier job ? Alors, dans un premier temps, c'est surtout de comprendre, définir un besoin en fonction d'un projet qui nous est donné, le traduire en un outil concret, parce que moi, ma spécialité, c'est de mettre au point des outils de diagnostic et ensuite de transmettre le résultat avec un mode d'emploi plus ou moins facile à utiliser pour les utilisateurs. Avant d'aller plus loin sur notre sujet du jour, peut-être revenir sur quelques notions de base. Est-ce que vous pourriez, Maximilien, nous expliquer ce que c'est un doctorat et concrètement ce qu'on y fait et où est-ce qu'on peut le faire ? Alors un doctorat déjà c'est quelque chose qui se fait forcément en lien avec une université ou une école doctorale. Donc ça va se faire, alors il y a deux cas de figure, soit on va le faire financer, soit on va le faire en autofinancement. Dans le cas où le doctorat est financé, en fait c'est tout simplement un contrat de travail de 3 ans, pendant lequel on va travailler sur un sujet, sur une problématique, et on va essayer de faire avancer l'état de l'art sur ce sujet-là. Donc on a un objectif, et on va travailler... Qu'est-ce que c'est l'état de l'art ? Parce que ça aussi c'est un mot un peu barbare. Alors l'état de l'art, ça va être là où on en est, là où la science en est, là où l'humanité même presque on peut dire en est. Donc le but c'est d'arriver à dire, par exemple, moi je travaille sur la tuberculose. Le but, c'est de trouver de nouveaux médicaments contre la tuberculose. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus fondamentaux, d'autres qui sont peut-être même plus appliqués. Mais voilà, donc le but, c'est d'arriver à avancer sur un point, de faire avancer la science sur un point précis. Que ce soit de manière financée ou non. Quand on n'est pas financé, il faut arriver soi-même à financer sa thèse, donc on passe peut-être moins de temps au laboratoire ou à travailler dessus. Il y en a qui travaillent à côté. Et quand on est financé, on a la chance de pouvoir passer tout son temps sur ce projet de thèse. Et pour un étudiant, concrètement, à quoi est-ce que ça sert de faire un doctorat ? Qu'est-ce que cela apporte comme compétences ? Quelles sont les voies vers lesquelles on peut se destiner après, généralement ? Alors, je dirais que la première chose, c'est de produire de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. C'est quand même quelque chose qui, la base de la recherche, est basée très souvent sur les doctorants. Il y a une étude de 2021 une étude de 2024, qui disait qu'en 2021, on avait 72% des encadrants de thésards qui disaient qu'au moins la moitié, voire la totalité de leurs activités de recherche reposaient sur leurs doctorants. Donc, en fin de compte, faire un doctorat, aujourd'hui, c'est vraiment participer activement à la recherche dans le monde. Après, ça permet d'être reconnu dans son domaine, évidemment. Quand c'est difficile de prendre des responsabilités dans la recherche si on n'a pas de thèse aujourd'hui. C'est vrai en France, c'est peut-être même moins vrai que dans d'autres pays où en fin de compte la thèse c'est vraiment quelque chose d'obligatoire si on veut travailler dans la recherche. Après ça nous permet donc de pouvoir accéder à certains postes et puis à la base le doctorat c'est un endroit où on va développer des compétences qu'on n'aurait pas forcément développées ailleurs. Ça va être des compétences très techniques sur un point particulier de certains outils ou autres, mais ça va être aussi des compétences beaucoup plus transversales étant donné qu'en fait on va gérer notre projet. Normalement un doctorat qui se passe bien c'est un doctorat pendant lequel un doctorant va
prendre son projet du début jusqu'à la fin, et le directeur de thèse est là pour aider, mais en aucun cas pour faire le projet à sa place. Donc on a vraiment une notion de management de projet. On peut avoir aussi autour des stagiaires qu'on va apprendre à manager et autres. Donc on a vraiment une formation qui est encadrée, mais qui a pour but de mener à une autonomie totale dans la recherche. Et du coup, les personnes qui se lancent dans ces démarches doctorales, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire après ? Alors, c'est une excellente question. J'ai une étude aussi qui montre alors on a 54% des jeunes qui veulent travailler dans le monde académique en tant que chercheurs. C'est dommage parce que le monde académique ne recrute que 44% des jeunes docteurs et même pas forcément sur des postes recherche. Donc on n'est pas forcément en adéquation avec les souhaits des jeunes, mais en tout cas c'est les souhaits. On en a 26% qui eux veulent aller vers le monde privé, et après on a plein de petits souhaits en plus sur du consulting, sur de l'entrepreneuriat, etc., où on a quand même des doctorants qui vont aussi se positionner. Mais c'est vrai qu'on va dire que les deux grandes voies principales au niveau souhait au moins, ça va être le monde académique, la recherche dans le monde académique, ou la recherche dans le secteur privé. Alors justement, si on reste sur cet aspect statistique, Maximilien, Hélène, en préparant cette émission, j'en ai trouvé une qui m'a beaucoup surprise. C'est un chiffre qui vient d'être paru par le RNCD, le Réseau national des collèges doctoraux. Apparemment, 13% des doctorants ne vont pas au bout de leur thèse. Donc c'est un taux bien sûr qui varie selon les disciplines, mais qui reste quand même important. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer, selon vous, les raisons de ce choix ? Alors, déjà dans un premier temps, une thèse c'est quelque chose quand même qui est dur. On a beau dire tout ce qu'on veut, c'est beaucoup d'investissement, c'est sur au moins 3 ans en général. D'ailleurs, il y a une étude aussi qui montre que quand on dépasse les 3 ans de thèse, le niveau d'insatisfaction double vis-à-vis de la thèse. Donc, en fin de compte, c'est peut-être pas une super idée de faire des thèses trop longues. Je sais qu'il y a certains domaines dans lesquels c'est un peu obligatoire, notamment sur les SHS ou autres, on a besoin de faire des thèses longues pour être reconnu. C'est donc moins les sciences vrai. sociales. C'est ça, exactement. C'est moins vrai en sciences, mais c'est vrai qu'en fait, ça joue, mine de rien. Travailler 3 ans sur le même projet, ça peut être frustrant. Il y a des financements, des fois, qu'il faut aller chercher. Ceux qui sont en autofinancement, c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils travaillent à côté. C'est ultra éprouvant physiquement. Puis, dans certains laboratoires, il y a des conflits. Ça arrive, comme dans tous les mondes, comme dans le monde privé en général d'ailleurs. On peut même un peu nuancer ces 13% en disant qu'il y a un turnover qui est entre 14 et 15% sur les 5 premières années dans le monde socio-économique en général. Après, c'est vrai qu'il y a une notion d'engagement sur le doctorat normalement, et qu'à la fin on a un diplôme. Donc ça demande de l'investissement, et puis malheureusement ça se passe pas toujours bien. Je pense qu'un doctorant qui est mal encadré, c'est très problématique. D'ailleurs, si on avait un conseil à donner aux futurs doctorants, choisissez vos directeurs de thèse. Ça veut dire quoi, mal encadré ? Mal encadré, c'est une bonne question. Ça veut dire, je pense, soit quelqu'un qui est pas assez là, parce que laisser un doctorant totalement dans la nature, c'est pas forcément une bonne chose. Peut-être quelqu'un qui est trop là aussi, ça doit pouvoir arriver. Des directeurs de thèse qui en fait font la thèse à la place du doctorant. Comme on disait précédemment, le but c'est que le docteur ait des compétences en sortant, qu'il ait pu mener à bien son projet. Si c'est le projet du directeur de thèse, autant que le directeur de thèse fasse une autre thèse, pas qu'il embauche un doctorant pour ça. Mais voilà, donc il y a plusieurs manières. Encadrer aussi finalement, quand il y a des thèses qui sont faites sur plusieurs sites géographiques, ça arrive, sur 3-4 sites, ça peut être très compliqué pour un étudiant de suivre cette logistique-là aussi, je pense. Donc ça peut amener aussi à des échecs à la fin. Alors de la même façon, Maximilien, Hélène, 2 éléments qui sont revenus lors de la préparation de notre émission ensemble, c'était la précarité et la solitude que peuvent vivre les jeunes chercheurs pendant leur doctorat. Qu'est-ce qui explique selon vous ces 2 phénomènes, et comment est-ce qu'on peut peut-être mieux accompagner cette période ? Alors vous avez parlé de l'enjeu de bien choisir son encadrant de thèse. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, et est-ce qu'il y a une notion finalement, enfin, de libération de la parole sur ces thématiques ? Alors, en termes de précarité, déjà, il y a 2 choses à différencier, je pense. Il y a la précarité financière, qui va toucher les doctorants autofinancés principalement. Les autres étant quand même payés, on ne gagne pas des milliers d'euros, mais on va dire qu'on arrive à vivre avec ce qu'on nous paye. Peut-être que pour ceux qui ont des enfants ou autres, c'est différent. En tout cas, pour un étudiant qui est seul dans son appart, c'est tout à fait décent. On y arrive. Maintenant vient la précarité temporelle. Une thèse, c'est quand même une charge de travail qui est importante. Ça va peut-être varier aussi en fonction des sujets, mais on a beaucoup de doctorants qui, en fin de compte,
passent leur temps à s'occuper de leur thèse, surtout sur la fin, rédiger, ça prend beaucoup de temps. Quand il y a des manips qui marchent pas aussi, en fait, ça peut être une vraie... je sais pas si on peut qualifier ça de précarité, mais c'est un vrai frein psychologique. Quand on fait des manips pendant 6 mois et que pendant 6 mois, il n'y a rien qui marche, pour l'étudiant, c'est dur, en fait, tout simplement. Donc, il y a besoin d'un accompagnement. Je pense d'abord des directeurs de thèse, parce que on peut pas... Enfin, ça va être ceux qui vont être là, qui vont pouvoir donner des conseils aussi, peut-être pour essayer de faire en sorte que ça marche un peu mieux. Peut-être qu'il faudrait que les directeurs de thèse qui ont du mal à le faire arrivent à faire la différence entre ce qui relève du doctorant et ce qui relève pas du doctorant, ce qui relève de la science, tout simplement. Et puis je pense que ce qui est important, c'est d'en parler. On a, je pense socialement aujourd'hui, on voit que les langues se délient, peu importe les domaines, ce qui est une bonne chose, parce que quand il y a un problème, pour le mettre en lumière, il faut en parler. Donc je pense que voilà, c'est quelque chose qui est qui vient un petit peu avec notre temps, que les langues se délient. On voit beaucoup de choses, beaucoup de langues qui se délient, c'est une très belle chose. Et je pense que justement, la première chose, c'est d'être à l'écoute pour les doctorants, pour les aider. Je pense que vraiment, c'est une des plus belles choses qu'on puisse voir. Nous, on a eu, je pense par exemple au Forum Biotechno-Sud, on a eu un atelier santé mentale au travail, et en fait, on voit qu'on a eu des accompagnements qui ont continué même après le forum. Et je pense que voilà, c'est ce qui permet d'aider les étudiants réellement. Et alors, la question pourrait se poser finalement, on parle d'une période dans laquelle on va retrouver beaucoup de précarité, beaucoup de solitude. On parle finalement d'un désalignement entre le nombre de postulants et le nombre de possibilités derrière d'emplois dans la recherche. Finalement, à quoi est-ce que ça sert pour un pays de former des jeunes docteurs et quand on voit une tendance à la baisse depuis 2010 du nombre de doctorants, hein, puisqu'il y a eu moins 10% en 10 ans, pourquoi est-ce que ce n'est pas du tout souhaitable pour la France ? Effectivement, donc il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut différencier ce qui est pas souhaitable et ce qui est symptomatique. Oui. Parce que symptomatique, je pense que la baisse du nombre de doctorants est symptomatique de la baisse de l'innovation en France. Alors on a 14% aujourd'hui des brevets qui viennent du monde académique directement, sachant que ces brevets vont après être réutilisés par des entreprises qui vont probablement en publier un grand nombre après. Donc on a quand même une grande partie de l'innovation en France qui relève du secteur académique. Et le secteur académique, comme on vous l'a dit précédemment, c'est quand même vachement lié aux doctorants. On a une activité. Et donc là, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que... C'est ça. Donc moins on a de doctorants, moins on a de recherche. Et donc moins on a d'innovation. Et c'est quand même assez problématique pour un pays qui veut être en développement de diminuer son innovation. Une innovation qui baisse, c'est un pays qui stagne. Et stagner, en général, c'est juste avant la décroissance. Oui, moi, pour compléter, je suis pas sûre, alors après c'est un avis personnel, hein, que la baisse du nombre de doctorats soit problématique pour la France à l'heure actuelle. Je sais pas si le trop est pas un peu l'ennemi du mieux quelque part, mais en fait je pense aussi que si y a beaucoup de doctorants mais qu'il y a peu de possibilités d'insertion après dans le monde socio-économique, ça va être très compliqué. Donc est-ce qu'il faut pas un peu baisser ce nombre de doctorats pour avoir plus de gens qui soient insérés ensuite? Donc voilà, si la question est ouverte... C'est mon avis en tout cas. Maximilien Fil, on le disait en introduction, vous êtes président de l'association BioM, dont l'objectif est de casser le mur entre le monde académique et le monde socio-économique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que cela veut dire et les actions que vous menez avec l'association pour œuvrer dans cet objectif ? Alors je pense que, vu ce qu'on a dit précédemment, le mur est quand même un petit peu explicite, dans le sens où, en fait, un étudiant qui sort de thèse, très souvent, il se dit je vais aller dans le monde académique. Sauf que manque de peau, le monde académique a pas de place pour tout le monde. Donc il va falloir qu'il découvre tout ce qu'il y a autour, qu'en général, il ne connaît pas du tout. On a des formations qui sont très bien faites au niveau scientifique. Aujourd'hui, je pense, des scientifiques qui, on peut le dire, sont quand même très bien formés. Maintenant, sur l'insertion professionnelle, on a encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est justement dans ce créneau qu'on se situe avec BioM. En fin de compte, on va essayer de créer de la chaleur dans l'écosystème. Pour ça, on va organiser des after-work, des petits déjeuners en entreprise. On a aussi des webinaires qu'on organise avec le réseau national en partenariat avec le réseau Biotechno, qui est un réseau national auquel on adhère. Et on a évidemment le gros événement de l'année, à ne surtout pas rater, qui est le 14 octobre. Donc on aura le Forum Biotechno-Sud, qui donc regroupe des étudiants. L'an dernier, on en avait à peu près 300, et des professionnels, on en avait 110 à peu près, qui viennent se rencontrer pour échanger sur différents thèmes liés soit à la science directement. L'an dernier, on parlait aussi du plan France 2030 et de son impact pour les étudiants. Cette année, on parlera de l'impact du numérique sur la santé et sur la biotech.
Et ensuite, on a des ateliers thématiques qui viennent couvrir un petit peu tous les thèmes, l'emploi, pourquoi faire une thèse, pourquoi ne pas faire une thèse, au contraire, etc. Donc on essaye de donner un maximum d'interaction. On a un petit job dating aussi en fin de journée. Voilà, donc le but c'est de faire en sorte que les étudiants et les professionnels puissent se rencontrer, que ça crée un peu de chaleur et qu'il en sorte que du bien. Et vous venez de l'évoquer à l'instant, en France, on forme d'excellents chercheurs, mais on ne les professionnalise pas assez. On entend souvent d'ailleurs que les entreprises préfèrent recruter des ingénieurs car ils seraient un petit peu plus plug and play que les PhD. Alors, qu'est-ce qui coince, à votre avis, dans la façon dont on prépare les doctorants à leur avenir professionnel hors académique? Et comment est-ce qu'on pourrait peut-être mieux valoriser les compétences transverses des docteurs? Oui, alors moi, mon message sur ce sujet-là, c'est vraiment, il faut préparer sa sortie de thèse dès le début de sa thèse, voire même avant sa thèse. Il faut arrêter de se concentrer sur cette fameuse sortie dans le monde académique. Ça, c'est vraiment crucial à mon avis. Après, c'est logique que les gens réfléchissent comme ça parce que finalement, ils sont formés par des académiques pour le monde académique. Donc, ça fait un peu un effet bulle. Et moi, je pense que maintenant, à l'instar des grandes écoles, il faudrait faire rentrer des professionnels, des entreprises privées, venir les accompagner pour leur expliquer quelles sont les sorties possibles. Et pour ça, il faut donc valoriser ces compétences. Et donc, dans un premier temps, avant de les valoriser, il faut bien les identifier, parce que je pense que les doctorants sont très capables d'identifier leurs compétences technico-scientifiques, mais ils sont sans doute moins capables sur d'autres types de compétences qu'on appelle un peu les compétences transverses ou transférables. Et pour ça, ils peuvent s'aider un peu d'outils pour identifier ces compétences. Ils peuvent faire des enquêtes métiers, ils peuvent utiliser par exemple le répertoire RNCP qui a été mis en place par France Compétences ou se servir du document pro qui a été mis en place par l'association Bernard Grégory pour mettre vraiment des mots sur ces compétences et pouvoir ensuite les valoriser dans son CV. Ils peuvent aussi se faire accompagner. Il y a beaucoup de gens maintenant qui se mettent à l'accompagnement de doctorants. Alors, accompagnement pendant la thèse pour préparer la sortie de thèse. Comme des coachs, par exemple? Comme des coachs, voilà. Moi, j'en connais une très bonne, par exemple, qui s'appelle Muriel Mazet, pour ne citer qu'elle. Il y a aussi, tout ce qui concerne un peu comme les bilans de compétences, mais vraiment fait par des gens qui ont un PhD pour accompagner ces gens-là vers la sortie. Et enfin, pour savoir se valoriser, il faut aussi utiliser des outils pour préparer son fameux CV, son pitch, etc. Il y a par exemple la méthode STAR pour pouvoir identifier les compétences. Parce que quand on identifie une compétence, il faut aussi savoir l'étayer, l'argumenter. Quand il y aura un entretien d'embauche, moi c'est mon métier actuellement d'être recruteuse de scientifiques, et c'est très très important de pouvoir argumenter sur ces compétences. Donc voilà, il faut se préparer vers la sortie en amont de la thèse. Il y a un sujet qui était pour nous important d'aborder aujourd'hui, puisque l'État, conscient de l'enjeu de faciliter l'insertion des jeunes docteurs dans les entreprises, avait créé un dispositif très incitatif permettant de doubler son assiette de crédit impôt recherche, le fameux CIR, pour l'embauche d'un jeune docteur en CDI durant les 2 premières années de collaboration. Un dispositif qui a été supprimé en 2024 et qui a été un vrai coup dur pour cette population de jeunes docteurs. Hélène, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer pourquoi ce dispositif a été supprimé et pourquoi est-ce qu'il était si important? Et finalement, du coup, quelles sont les conséquences de sa disparition? Oui, en fait, c'est un dispositif qui avait été mis en place il y a environ, je pense qu'il y a 17 ans, qui a été supprimé brutalement là, cette année avec le nouveau plan de budget de 2025. Alors la raison, elle est très simple, elle est budgétaire. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. C'est vraiment essayer de faire une économie qui représente que 90 millions d'euros, soit à peine 1,1% du CIR. Et finalement, cet argument ne tient pas vraiment si on considère l'effet de levier du dispositif, parce que cette embauche entraînait ensuite de pouvoir générer du chiffre d'affaires, générer des taxes aussi. Donc finalement, c'était une économie qui était positive. Et sa suppression a été extrêmement brutale pour le monde des entreprises innovantes, des jeunes entreprises innovantes, de la recherche et développement. Et face à cet arrêt brutal, il y a un collectif qui a été initié par l'ANDES, l'Association nationale des jeunes docteurs, pour faire en fait des actions pour essayer de le rétablir, parce que c'est à mon avis extrêmement important que ce dispositif puisse revenir ou sous une autre forme en tout cas. En parallèle, il y a un sujet également qui fait beaucoup réagir en ce moment, c'est la démarche Safe Place for Science, dont la France se positionne aujourd'hui pour accueillir des scientifiques américains suite à l'arrêt de certains champs de recherche dans leur pays, et démarche qui est ressentie parfois comme un peu paradoxale dans un pays qui, comme vous veniez de le dire, peine à offrir des conditions de travail décentes à ses propres chercheurs, un pays où on va retrouver de la précarité dans les contrats, comme on l'a déjà évoqué, et des infrastructures parfois jugées vétustes. Quelle est votre vision sur ce sujet ?
Alors, effectivement, on voit beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui se plaignent du fait qu'on accueille des chercheurs américains. Je trouve qu'effectivement, c'est compliqué quand même de dire à des chercheurs français qui on a dit on vous enlève des financements, ou au contraire, c'est très dur de trouver des financements, et de leur dire on va accueillir des chercheurs qui viennent des États-Unis et on va leur donner des financements. Moi, je comprends totalement que ce soit très difficile à accepter pour beaucoup. Et surtout que la question c'est un petit peu l'après aussi, qu'est-ce qu'on va faire, parce que tous ces chercheurs américains qui viennent en France aujourd'hui, ils vont aussi avoir besoin de financement. Après, ils n'ont pas besoin de financement qu'à leur arrivée. Donc... Finalement, on a réussi à les débloquer, on a débloqué 100 millions au niveau de la France, 500 millions au niveau de l'Europe. Ouais, mais je suis pas sûr que... Enfin, je veux dire, 100 millions... La recherche, ça coûte très cher, et 100 millions, ça va durer un temps. Il va falloir les débloquer tous les ans, les 100 millions, si on veut vraiment avoir quelque chose qui soit efficace et les accueillir dignement, j'ai envie de dire, sachant que... Enfin, voilà, on a observé une fuite des cerveaux sur les peut-être au moins 20 dernières années depuis la France. J'ai du mal à croire qu'on va inverser la tendance en mettant 100 millions pour accueillir des chercheurs américains. Et la question, c'est est-ce qu'on va arriver à les garder? Parce que les accueillir, c'est très bien, mais je suis pas sûr qu'on soit ni en capacité de les garder, ni en capacité de dire aux chercheurs actuels vous êtes aussi les bienvenus dans la recherche française. Il n'y a pas que les chercheurs américains aujourd'hui qui sont performants. Mais en termes d'innovation, est-ce qu'on ne se dit pas quand même que ça va apporter énormément? C'est une bonne question, parce que, comme je disais précédemment, la recherche, ça coûte très cher. Je sais pas, j'ai pas les chiffres sur le nombre de chercheurs qui vont être accueillis avec ce dispositif. Ça va probablement être moteur d'innovation au départ. Faudra voir après au niveau transfert de technologie ce qu'il va en être. Voir aussi les domaines des différents chercheurs, ce que ça amène vraiment sur l'économie. C'est pas pareil de recruter un chercheur qui a des applications qui vont aller directement vers l'industriel ou un chercheur très fondamental. C'est quand même pas tout à fait la même chose au niveau de l'impact sur le pays direct, au niveau économique au moins. Même si pour la science c'est toujours une belle chose d'avoir des chercheurs qui produisent de la belle science. Et voilà, donc au niveau économique c'est quand même à nuancer, je pense. Et si on allait un cran plus loin, ce serait quoi pour vous une safe place for science? Et qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour que vous puissiez opérer dans de bonnes conditions? Je pense que la première chose, c'est de reconnaître les chercheurs. Je pense qu'une safe place for science, c'est un lieu où, en fin de compte, les chercheurs seront reconnus pour leurs compétences et pas juste être quelqu'un avec un gros cerveau, un rat de laboratoire avec un gros cerveau dans son coin qui fait des trucs bizarres et où personne sait en fin de compte ce qu'il fait, où il n'y a pas d'application pour la personne lambda qui vit aujourd'hui. Donc je pense que c'est d'abord de la reconnaissance. Après, ensuite, c'est évidemment trouver des financements facilement, enfin peut-être plus facilement. On voit qu'aujourd'hui, trouver des financements, ça prend quand même énormément de temps à nos chercheurs. Ils passent la moitié de leur temps à chercher les financements pour un taux de réussite qui n'est pas si gros que ça. Donc ça, c'est quand même un problème. Peut-être qu'une des solutions, ça serait de réfléchir à faire des appels à projets avec des plus petites enveloppes, mais un peu plus faciles à avoir. Parce que par contre, quand il y a des gros labos qui ont des financements, ils ont de l'argent à plus savoir quoi en faire, et ils doivent tout dépenser dans le projet. Donc voilà, je pense que ça passe d'abord par la reconnaissance, ensuite par les fonds, et puis probablement aussi par une manière plus facile d'être exposé au public, au grand public. C'est un petit peu une lacune qu'on a en science, mine de rien, de savoir vulgariser ce qu'on fait, et je pense que ça peut aussi passer par là. Moi, je rajouterais aussi de faire de la protection de la méthode scientifique. Donc là, c'est plus peut-être large que je veux dire, mais ce qui se passe aux États-Unis, il ne faudrait pas que ça nous arrive à nous aussi. C'est pour ça que les chercheurs quittent leur pays pour venir dans d'autres pays plus safe pour faire de la bonne science. Donc pour moi, il faut aussi protéger la méthode scientifique avec des moyens, je ne sais pas lesquels, mais en tout cas, il faut vraiment penser à ça aussi pour pas que ce qui se passe aux États-Unis arrive aussi vers l'Europe. Maximilien, Phil, Hélène Datina, notre dernière question rituelle dans la gueule de l'emploi. Quels sont chacun vos mantras, cette bonne pratique ou cette conviction profonde qui vous accompagne depuis de nombreuses années et que l'ensemble des gens qui ont pu travailler avec vous ont forcément entendu? Alors moi, mon mantra, c'est pas vraiment de moi finalement, mais de Diderot. Il faut être enthousiaste dans son métier pour y exceller. Donc je pense que c'est vraiment important de garder cette envie, cette passion. En science, on fait souvent des métiers passion, donc
C'est vraiment ce qui nous drive en général. Donc voilà, c'est ce qui me caractérise. Et moi, ma conviction profonde, c'est qu'il ne faut pas se trahir aussi pour un job, j'ai envie de dire. Si on a un système de valeurs ancré, qui nous permet de bien fonctionner, ça doit représenter la ligne rouge à pas dépasser pour rester dans un bon état d'esprit, dans son corps et dans sa tête, j'ai envie de dire. Moi, je dirais tout est possible à celui qui croit et d'y aller, vraiment. À partir du moment où on fait quelque chose, on fait déjà plus que la majorité des gens. Donc, je peux que encourager à agir, à essayer. On a beaucoup plus à perdre à ne pas faire qu'à faire, en fin de compte. Et donc, c'est dans cette mentalité-là que j'ai fait mes études d'une manière générale, que j'ai fait ma thèse, enfin que je réalise encore ma thèse pour quelques mois, et que je me lance dans un projet entrepreneurial aussi, vraiment d'essayer et de tout faire pour que ça marche. Voilà, j'essaie de faire en sorte d'avoir fait de mon mieux. Si ça marche pas, on trouvera autre chose, mais on fera de notre mieux aussi. Un grand merci en tout cas Maximilien Fil et Hélène Battina pour votre temps, votre engagement, votre envie très communicatif. C'est un plaisir de vous recevoir dans la gueule de l'emploi. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver cet entretien en podcast sur notre site internet radiojm.fr, rubrique La gueule de l'emploi. Merci. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, nous on se quitte en musique. Un titre que vous avez choisi ensemble de nous partager. Et ce titre aujourd'hui c'est... Lose Yourself de Eminem. Eh ben on écoute ça, on est au taquet. Merci beaucoup et à très vite dans la gueule de l'emploi.